Bon, mais merci beaucoup. Je vais pour ma part vous parler du passage que j'ai pu faire d'une ANR à une autre. La première que j'ai coordonnée depuis 2007, en 2007 et l'autre qui a démarré en mars. Et je pense que ça traduit un petit peu les développements, les changements aussi des perspectives qu'il y a eu dans les métiers de l'historien grâce aux outils qui se développent. Alors j'ai un clin d'œil avec la question de l'index de tout à l'heure. Je voulais juste rappeler que les premiers énormes avantages que la technologie nous a amenés en tant qu'historiens la dernière année, c'est très bêtement la caméra numérique qui nous a permis désormais de pouvoir aller aux archives et revenir 3 jours plus tard avec 4 ou 5 000 clichés qui restent bien sûr à traiter, mais qui nous permettent donc de collecter des données qu'auparavant il aurait fallu copier à la main aux archives, à la main ou sur un ordinateur. Et donc ça a ouvert des horizons du possible énormes. Et donc parfois c'est là où on n'y pense pas qu'il y a eu un saut qui a rendu possible des programmes de recherche qui auparavant n'auraient tout simplement pas été réalisables en raison du coût et du temps qu'il aurait fallu passer dans les dépôts d'archives où se trouvent les sources. Donc c'est très bête, mais j'aimais les rappeler parce que nous avons, moi je suis historienne spécialisée plutôt au XVIIIe, début XIXe siècle, nous avons des océans de sources et le problème c'est de les gérer. Donc on retrouve des problèmes qui ont déjà été évoqués et plus particulièrement, mon intérêt se porte sur la navigation, sur les commerces, qui est estimé par certains collègues comme les transports maritimes, comme vraiment quelque chose de structurant des économies européennes et qui a pu permettre aux économies européennes de prendre leur avancée par rapport à d'autres économies. Donc nous avons des sources qui nous relatent la navigation des navires, leur déplacement dans l'espace et dans le temps, des natures différentes. J'ai mis ici 3 exemples, des sources rapports consulaires, des sources de la santé, qui sont narratives, donc c'est un haut à droite, ou des sources fiscales. Et il s'agit de centaines de milliers d'indications des trajets des navires. Donc le premier projet ANR en question, je l'avais conçu il y a belle lurette, et c'était un projet qui visait déjà le problème qui m'est tracassé, que j'évoquais tout à l'heure, celui de la pérennisation des données. Dans l'entourage de ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, entre une vingtaine de collègues, on avait dans nos disques durs, sous des formats complètement différents, des données dont la collecte avait coûté plusieurs centaines d'heures et qui crachaient progressivement au fil et à mesure de l'obsolescence, soit du logiciel, moi j'ai commencé en DB3, ça ne me rajeunit pas, et qui au fur et à mesure ou des crashs de disques durs ou de l'obsolescence de la non mise à jour de la version du logiciel se perdait. Donc ma première ANR, l'idée était de créer un pot commun dans lequel verser les données collectées chez les uns et chez les autres. C'était une opération, on dirait, de sauvegarde. Ça s'est révélé un cauchemar parce que quand on a pris en main les dossiers que les collègues nous ont donnés, nous nous sommes rendus compte qu'évidemment chacun avait collecté des données en laissant de côté d'autres qui étaient pourtant dans la source parce qu'en fonction de leur centre d'intérêt, certaines données étaient superflues. Donc finalement, l'opération de sauvegarde a été assez mitigée, ce qui nous a amené à collecter de nouvelles données. Et nous aurions voulu que ces contenants, conçus comme un contenant, deviennent le contenant de référence. Là, c'est complètement raté parce qu'on a procréé un monstre d'une complexité telle, on retrouve la problématique de tout à l'heure, que les coûts d'entrée pour comprendre comment la base est structurée est telle que pas beaucoup de monde a eu envie de s'y mettre et donc le collègue plutôt m'écrivait un mail en disant « Peux-tu m'extraire ces données ?» Je leur extrais en Excel, mais en fait, ils n'ont pas payé les coûts d'entrée, de rentrer dans la base et encore moins celui de vouloir insérer les données. Par contre, là où je pense nous avons été plutôt bons, c'est de créer une base qui est très solide en matière de traduire
la valeur et la signification de chaque donnée. Donc en termes de structure de la base, il n'y a pas de perte d'informations par rapport aux sources qui sont de nature différente. Et nous avons créé une série d'outils qui tiennent bien la route une bonne douzaine d'années après. Et ensuite, nous avons pérennisé la base en la donnant à Humanum, où elle se trouve. Alors la base a été conçue sur FileMaker, version 7 à l'époque, désormais version 17. Et ce qui était à l'époque l'outil que nous avons jugé le plus performant, évidemment, aujourd'hui est très attaqué parce que ce n'est pas open, parce que ça change de version à tous les 3 mois, etc. Mais en tout cas, la base est pérennisée, ça se présente sous des écrans différents. Mais qui présente ce problème d'un nombre de champs énorme et doublé par des champs identifiants, etc., qui fait que, voilà, on n'est pas très nombreux à savoir à peu près la manier. Face au scepticisme des collègues qui nous disaient « oui, vous créez un contenant, mais quel est le contenu, qu'est-ce qu'on y fait avec ?» Nous avons décidé de collecter à peu près 40 000 données de navires qui se baladent dans l'année 1787 pour permettre d'avoir quelque chose sur lequel montrer qu'est-ce que la base avait dans les ventres, qu'est-ce que les outils avaient dans les ventres. L'ANR s'est terminé en 2011, j'appartiens à une équipe d'accueil, donc aucun personnel fixe capable de prendre en main des choses informatiques. N'avait plus de financement, donc vers 2013-2014, je me disais, c'est plié, sauf qu'entre-temps, depuis l'IDEX a vu le jour, avec un appel d'offres du SCD de créer une cellule de valorisation des données sur lesquelles je me suis jetée, et donc j'ai obtenu, grâce à l'Académie 5, un petit financement pour un projet de visualisation d'une partie de ces données pour les rendre accessibles. C'est-à-dire, on voulait au moins ne pas perdre les centaines, voire milliers d'heures qu'on avait collectivement mis pour réaliser cette base. On s'est dit au moins que cette partie des données-là soit utilisable. Et donc, les collègues du SCD nous ont proposé des prototypes de visualisation, un projet à taille limitée en termes de financement, sur lesquels on a commencé à se passionner, à prendre des contacts avec d'autres équipes en France. Et pour faire très court, on a pondu un projet ANR d'une ambition un peu plus large que l'IDEX, hein, avec un 0 de plus, on va dire, qui pose comme enjeu scientifique celui de permettre une visualisation et une exploration des données dans laquelle on ne perd pas de vue ce qui est pour l'historien vraiment crucial, c'est-à-dire la nuance de la donnée individuelle, de ce qui est Apex et que généralement on passe à la trappe parce que ça n'intéresse personne, sauf que nous, dans l'Apex, on trouve parfois de quoi nous mettre sous la dent pour continuer la recherche, pour comprendre les logiques institutionnelles, les logiques des acteurs, les fraudes qui éventuellement peuvent rentrer en ligne de compte, les modifications adoptées en temps de guerre, changement des pavillons, etc. Donc, l'idée, c'était de permettre une visualisation qui satisfait à la fois, disons pour faire court, les généalogistes qui recherchent l'ancêtre, et c'est une grosse demande sociétale, laquelle on peut tordre les nez, mais ça serait quand même bon de temps en temps de répondre à une demande sociétale, même si scientifiquement ça ne nous emballe pas terriblement. Et d'autre part, de fournir une donnée que le chercheur puisse utiliser sans avoir à payer les coûts d'entrée, disons, de comprendre la base des données, savoir l'utiliser lui-même. Donc, des interfaces de visualisation sous forme graphique, sous forme cartographique, qui aident le chercheur historien à penser son objet. Donc, on a créé un consortium qui, grosso modo, se base sur un groupe d'historiens et historiens de l'économie, entre Nice et collègues rattachés en France et Navarre, des équipes informatiques, notamment à La Rochelle et au SCD de Nice, donc, et des spécialistes de la visualisation, géomaticiens et autres, au Media Lab de Sciences Po et à nouveau à La Rochelle. Ma coéquipière, normalement j'aurais bien aimé la présenter à deux, mais elle est en train d'accoucher incessamment sous peu, donc je présente toute seule et les questions techniques, je ne peux pas nécessairement répondre. Alors, ce projet portique qui donc a commencé,
s'appuie sur les acquis de Navigo Corpus, donc ce projet de base de données 2007-2010, mais aussi sur les acquis d'un autre ANR qui s'appelle Toflit, et qui, eux, ont collecté les données de la balance du commerce du XVIIIe siècle. Donc, ils ont toutes les importations et exportations françaises. Donc, ils ont des flux de marchandises avec des valeurs que nous n'avons pas. Donc, l'idée, ça serait de les interfacer. Et évidemment, on intègre et on agrandit les objectifs de l'IDEX. Donc, les premiers jeux de données, je vous disais, c'est celui de Toflit 18. Donc, c'est des produits. Je ne sais pas si on voit assez bien. Non, on ne voit rien. J'ai fait une extraction, par exemple, des importations et exportations du café. On voit bien qu'il y a des lacunes. Bon, c'est à parfaire, mais on peut sélectionner par produit, on peut sélectionner par pays. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'eux, par contre, et ça, par exemple, je prends un exemple, on exporte de France vers, on va dire, les Levant. Et nous, on peut leur dire, oui, dans les Levant, ben, c'est surtout Smyrne plutôt qu'Alexandrie, etc. Donc, on peut affiner leurs données. Et eux peuvent nous donner des valeurs, ce qui nous permet de calculer, par exemple, une ratio entre la valeur et la taille du navire. Et donc, on pourrait voir, par exemple, s'il y a une spécialisation avec les Britanniques, je dis n'importe quoi, mais c'est des pistes de recherche, les Britanniques qui prendraient des cargaisons les plus chères. Des choses de ce genre qui intéressent les historiens. Donc, à nouveau, j'insiste, c'est pour moi, tout ceci, c'est des aides à penser mon objet de recherche. Ce n'est pas l'objet de recherche en lui-même. Les deuxièmes jeux de données, ce sont les données déjà collectées sur nos petits bateaux et d'autres données qu'on collecte en fonction là des préoccupations scientifiques spécifiques. Donc, on a 3 études de cas qu'on va développer. Pour nous, du point de vue, quand je dis nous, c'est les historiens, il s'agit de comprendre à la fois les jeux d'échelle entre gros ports qui, P-O-R-T-S, gros ports qui centralisent, disons, les gros nœuds de flux, avec tous les tissus qui aujourd'hui se fait plutôt un camion et un train, et qui à l'époque se faisait par voie maritime. Je vous rappelle que même aujourd'hui, 90% du commerce mondial se fait par voie maritime. Donc ce n'est pas un détail, mais à l'époque, c'était la même chose. Mais en plus, le microtransport, enfin, sur des micro-distances ou sur distances régionales, se faisait également par bateau. Donc c'est une idée de voir la spécialisation des ports dans une ère, entre ce qui prend plutôt les trafics internationaux, ce qui prend plutôt la pêche, etc. Voir le point qu'on arrive très difficilement à partir des sources de l'époque, mais qu'on espère dégager avec les croisements entre ceux qui voyagent par voie des terres et ceux qui voyagent par voie des mers, et étudier des phénomènes de contrebande, enfin ce qui est de la contrebande pour les Anglais, qui est favorisé par les Français, et donc on a toute une série par centaines, des navires qui traversent la Manche en faisant de la contrebande. Donc, étudier un peu ce phénomène-là. Pour Marseille, voir aussi la contraction de la géographie commerciale en temps de guerre. Donc, étudier, on fait des coupes à tous les 10 ans. Et tout ceci en les couplant avec les données sur la valeur, en ayant en commun 3 problèmes sur lesquels on a réussi à fasciner suffisamment les experts en visualisation et en informatique pour qu'eux aussi aient envie de s'y mettre, c'est-à-dire tout ce qui traite à faire avec des corpus incomplets, incertains et imprécis. Incomplet parce qu'il manque des registres, par exemple, incertain parce qu'on nous dit que les bateaux vont à Nantes ou Bordeaux, et imprécis parce que le même bateau où je suis prête à mettre la main sur le feu que c'est le même bateau, parce qu'il s'appelle avec un nom rare et avec un capitaine rare, on nous dit qu'une fois qu'il fait 70 tonneaux et une autre fois qu'il en fait 120. Donc j'ai 2 données discordantes à distance de 15 jours de la taille du bateau. Donc voilà. Tout ceci, on voudrait ne pas les perdre dans la représentation graphique et visuelle. Donc, du point de vue des informatiques, des informaticiens et des géomaticiens, il s'agit de nous aider dans la représentation à pouvoir nous mettre quelque chose sous la dent, en géovisualisant les trajectoires avec leur marge d'incertitude. Et on a eu une discussion un peu de fond sur le fait d'utiliser ces termes qui sont assez négatifs de incertain, incomplet, etc.,
en quelque sorte, de se mettre en avant. Enfin, on avait trouvé le titre de l'article qui restait écrit, Dirt is Beautiful, parce que c'est justement dans cette incertitude que nous allons chercher des phénomènes et leur explication, et permettre une visualisation interactive des échanges. Et ça, c'est un premier gros morceau. L'autre gros morceau, c'est nous aider, vous allez peut-être mieux comprendre dans 5 minutes. En gros, tous les identifiants qu'on a collés sur les navires, sur les capitaines, sur les points géographiques, etc., on les a fait à la main. Donc, il y a une marge d'erreur certaine, une chronophagie monstre. On voudrait bien que travailler avec des gens qui ont les savoir-faire techniques, mettre en place des procédures semi-automatisées où on nous signale que là, il y a quelque chose de bizarre à regarder, ça pourrait être une erreur. Et ça, à terme, pourrait devenir « je te suggère de mettre les mêmes identifiants là-dessus, es-tu d'accord ?» Oui, et ça se fait. Parce que tout ceci, je mettrai à la fin, en fait, on a encore quelques entonnoirs qui sont problématiques. Donc voilà, on voudrait aboutir à un site sympathique, user-friendly, qui permet deux niveaux de lecture, celui un peu grand public et celui du chercheur, mais avec le chercheur qui a envie de creuser, sachant jouer avec les différents filtres, mais pas plus. Enfin, il n'aura pas besoin de plus. Donc on a des prototypes, hein, mais comme tous les prototypes, ça marche ou ça ne marche pas. Mais l'idée, c'est d'avoir, voilà, pouvoir sélectionner des filtres et avoir une visualisation et pouvoir l'exporter. Alors, j'ai pensé que je ne savais pas trop s'il y avait des questions techniques, donc c'est les seuls slides techniques que j'ai. Voilà, il y a derrière une réflexion d'utiliser des types d'outils qui puissent être reproductibles, en open, etc., etc. Et à côté de ce type de visualisation, l'idée de faire de l'analyse des réseaux, il y a une question qui pour nous est très très importante, c'est savoir qui sont les prestataires de services, les ports qui fournissent les bateaux. Et est-ce qu'il y a une logique, autrement dit, vous habitez entre La Rochelle et Nantes, est-ce que vous êtes libre d'aller, enfin, vous êtes dépendant d'un seul port, ou est-ce que vous pouvez jouer sur un échiquier plus large? Donc, essayez de voir des logiques spatiales dans cette question de la prestation de services, qui est une des sources de création de capital assez rapide à l'époque. Donc voilà pour les projets. Comme on a commencé en mars, ça me dispense de devoir vous donner les résultats. Mais voilà, on en a jusqu'en 2023, mais on a commencé. Je pense que ça peut donner quelque chose de chouette. Donc, un sous-groupe, je vous disais, c'est, pour concrétiser un peu les propos, la question de ports manquants, hein, des registres manquants. Là, c'est une source fiscale, nous dit les sorties des navires. Vous voyez que la Méditerranée est très mal représentée. Il manque plein de registres. On sait combien de sorties il y a eu, parce qu'il y a une autre source qui nous dit les nombres, mais on n'a pas les détails. Donc, il faut faire avec. Il faut faire avec aussi avec les logiques d'ancien régime administratif qui ne sont pas uniformes. Donc, en fonction de là où vous êtes, vous avez des informations, parfois oui, parfois non. Et donc, l'identification du bateau qui, lui, se balade entre différents ports, nous permet d'affiner la connaissance, donc d'enrichir l'information de la source, parce que si dans un port, on me dit par exemple qu'il s'agit d'une feluque, un type de bateau, mais je rapporte cette information, évidemment avec sémiotique adéquate qui m'explique que ce n'est pas dans la source, et donc j'enrichis l'information en sachant que toute telle fois que je rencontre ce bateau, ça sera une feluque, donc, ou que ça a certain tonnage. Donc en fait, la base aboutit à avoir une information plus dense que celle d'origine. Et ça me semble une valeur extrêmement importante qu'on pouvait difficilement, parce que tout ceci, théoriquement, on peut les faire avec des fiches cartonnées. Il y a des collègues décédés qui ont laissé des armoires entières, des fiches cartonnées. Le problème est qu'à chaque fois qu'ils ont une nouvelle requête, il faut qu'ils se rétapent tous les tiroirs. Alors que là, c'est très chronophage en termes de structuration de la base et insertion des données, une fois que c'est fait, qu'on a codé, et ça c'est aussi chronophage que la première phase, après ça roule. Et donc, et pour les collègues qui avaient affiche, ce n'était pas possible d'imaginer ce rapport d'information d'une fiche sur l'autre. Donc, il y a, me semble-t-il, dans les pratiques de l'utilisation des outils mis à disposition par les humanités numériques, une valeur ajoutée qui permet aujourd'hui de réaliser des types de recherches qui auraient été infiniment plus compliqués, voire impossibles de faire avant. Alors nous avons inséré parmi les choses
valeur ajoutée de la base. Les identifiants du navire et capitaine, c'est l'équivalent d'une plaque d'immatriculation. Il n'y a rien qui permet de savoir que la Sylvia Marzagali qui vous parle là est la même Sylvia Marzagali qui a parlé il y a 3 mois ailleurs, quand vous avez l'information comme ça. Donc il faut décider, et probablement vous vous rendez compte que si ça s'appelle Sylvia Marzagali, c'est plus rare qu'un Jean Dupont. Et donc il y a un savoir implicite qui vous fait dire c'est peut-être les mêmes. Je suis prête à parier tout ce que vous voulez, mais il n'y aura personne qui peut me répondre que ce Zankring est la même personne qui est Rinek Jans ou Reinek Jans, sur 3 navires qui ont un nom très semblable, mais jamais écrit pareil. Donc le problème de créer un logarithme qui me les reconnaît, vous voyez, ce n'est pas tout simple. Donc tout ça, on l'a fait à la main. Et ça a pris un temps certain. Et une fois que vous découvrez une erreur, vous devez redécoder, enlever toutes les erreurs en chaîne qui se sont mises. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est une réelle valeur ajoutée parce que du coup, ça nous permet de recréer un circuit de point en point et donc de dégager des typologies. Les capitaines qui naviguent entre Atlantique et Méditerranée ne sont pas des masses. Donc, on peut aller voir plus précisément quel port, quel type de trafic, etc. On peut aussi dire des choses sur des ports pour lesquels on n'avait aucune information. Alors, ce n'est pas l'instrument informatique qui le rend possible, parce que théoriquement, c'était possible avant, sauf que là, on a fait une collecte des 40 000 données de tous les ports de France. Et donc, pour les ports de Vannes, pour lesquels les registres n'existent plus, on sait qu'il y a eu 207 sorties de navires. Au moins pour 142 bateaux, nous avons les noms, les capitaines, les tonnages, parce qu'on a les déclarations du point avant, où on nous dit je sors de Bordeaux pour aller à Vannes. Donc, en imaginant qu'il soit arrivé, mais nous pouvons calculer combien de fois statistiquement on n'arrive pas là où on déclare, il est possible de dire des choses sur une taille certes incomplète des navires qui sont à Vannes. Donc, voilà, il y a une valeur, me semble-t-il, de ce codage, identification des navires et des capitaines pour reconstruire des choses. Après, pardon pour la faute de frappe, nous avons en appui une base de 6 millions de points qui permet assez rapidement d'avoir des cartes atroces du point de vue du géographe, mais qui nous permet, nous, en tant qu'historiens, de créer en 3 minutes avec cartes et données, qui est donné gratuitement, c'est payant, mais c'est donné gratuitement à tous les étudiants et les universitaires de France et de Navarre, d'avoir des cartes de travail, qui nous permet ensuite de se dire, ah ben tiens, Saint-Pétersbourg, c'est important, et d'affiner, des choses comme ça. Nous nous sommes cassés la tête un petit peu sur comment traiter les produits, parce que les produits, c'est un enfer, dans la mesure où les nomenclatures sont extrêmement variées. Et donc, nous avons des idées qu'on a testées et que n'importe qui qu'on veut développer par des catégories. Toflit, donc les produits de France Balance de Commerce, ils ont à peu près 20 000 nomenclatures différentes. Donc, il est évident qu'on ne peut pas, dans un menu déroulant, laisser la personne toute seule. Donc, voilà, on est en train de penser des classifications un peu toutes faites pour dégrossir et laisser la possibilité de chercher par morceaux de termes. Donc, nous avions élaboré quelque chose. Donc, là, c'est encore en friche, mais on a pensé à 3 niveaux. Niveau terme commun, évidemment, terme commun en anglais, un code et un code un peu plus compliqué qui prend en compte les critères de classification les plus courants. Mais là, je passe parce que c'est trop technique, mais si vous voulez, bon. Donc, du coup, en travaillant sur les produits, on peut faire des cartographies sur où est-ce qu'on exporte le vin de Bordeaux, par exemple, des choses comme ça, comparées par rapport au marché du vin de la Loire. C'est pas, voilà. On a créé un certain nombre de dictionnaires, parce que vous n'êtes pas nécessairement censé savoir par cœur qu'est-ce que c'est que la basane, ou être vraiment sûr qu'une polacre puisse devenir un brick, ou pas. Donc, les noms des bateaux, c'est en fonction non seulement de la forme de la coque, mais en fonction des voilures que vous leur mettez. Donc, un bateau peut changer de type, mais toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Voilà. Donc, un cours en atlas papier, pour être sûr qu'il résiste à travers les années, dès la navigation à la veille de la Révolution française, avec des questions derrière. Hein. Est-ce qu'il y a des ports qui arrivent à exporter, importer aussi souvent? Est-ce qu'il y a des ports d'où on exporte seulement, qui n'importent seulement? En termes de coût du transport, ce n'est pas la même chose.
Est-ce qu'il y a des ports très internationalisés où il y a beaucoup de navires étrangers? Il est évident que si vous êtes à Bayonne et Dunkerque, la frontière étant à côté, oui, mais vous voyez qu'il y a une grosse différence entre Bordeaux et Nantes, par exemple. Donc des questions de ce type. La question des ports de départ service qu'on a essayé au début, on avait travaillé un peu sur Pagec à partir de Navigo Corpus. Et là, le SCD a des idées géniales autour de Neo 4J avec des couleurs qui pourraient donner une identification de l'équivalent des régions de l'époque. Et ça permet de voir s'il y a une boule d'une autre couleur au milieu de... Voilà. Donc ça, on verra. On peut travailler sur les pavillons, sur les étrangers, etc. Donc, tout ça pour en arriver à qu'est-ce qu'on fait après. Donc, nous avons évidemment une durée de vie de 4 ans. On a déjà demandé la rallonge de 6 mois au bout de 15 jours. Non, il y avait un problème de contrat doctoraux, bon, peu importe. Mais là, nous nous sommes proposés de collecter à peu près encore à la louche 25 000 mouvements de navires pour répondre à les questions scientifiques que je vous ai posées tout à l'heure. Mon problème est le suivant. J'ai deux types de goulots d'étranglement et c'est là que je fais appel. Si vous avez des idées, je prends. D'une part, ce problème de l'attribution des identifiants, je prends deux cas de figure. Si j'ai un port qui s'appelle Saint-Nazaire, tout le monde pense qu'on est à la sortie de la Loire, sauf que ça peut être Roussillon aussi. Et donc, quand j'ai un navire qui va à Saint-Nazaire, je ne peux pas décider tout simplement d'attribuer un géocode à ce point-là. Il faut que je regarde d'où est-ce que ça vient. Donc, si c'est un port méditerranéen et que c'est une feluc, ben, c'est sûr que c'est celui du Roussillon. Si ça vient de Marseille et qu'il fait 150 tonneaux, je ne sais pas. Et si ça sort de Bretagne et qu'il fait 20 tonneaux, ben, c'est l'autre. Donc, il y a là aussi où on me dit ça va à Saint-Valéry. C'est Saint-Valéry-sur-Somme ou Saint-Valéry-en-Caux. Alors, si je le retrouve 15 jours plus tard à Saint-Valéry-sur-Somme, je tranche. Mais c'est deux unités, deux documents différents. Hein. Donc, je suis obligé pas simplement de voir d'où il vient, mais je suis obligé de voir son histoire. Sauf que si on a saisi l'année 87 et que le bateau est parti le 31 décembre, je n'ai pas la suite de l'histoire. Donc, il y a des problèmes qui resteront flous. Mais d'autres où on peut, j'espère déjà dans Portique, on avancera suffisamment pour pouvoir faire un soin. Il y a une thésarde dessus, donc ça passe ou ça casse. Elle pourra mettre en place des routines pour nous suggérer les degrés de probabilité. Quand c'est 99%, on va décider que c'est bon, et quand c'est 50%, on va regarder de plus près. Ça, c'est un problème sur lequel on sait théoriquement comment il faut faire. Il faut juste mettre à point la routine adaptée au type de source qu'on a. Le problème principal que j'ai actuellement, c'est le caractère chronophage de l'insertion des données et de leur traitement une fois qu'ils sont dans la base. Alors, juste pour vous dire, parce que je viens de payer les salaires, donc j'ai pris 4 étudiants de master que j'ai briefés en leur restant sur les épaules suffisamment pour être sûr qu'ils ne fassent pas trop de bêtises. Ils insèrent 15 navires par heure pour la santé de Marseille. Un registre de la santé de Marseille comporte environ 3000 entrées. Donc, les coûts de la saisie d'un registre, vous les calculez, coût brut, on est dans les 3000 € à peu près. Je ne les paye pas au SMIC parce que je considère que ce n'est pas un travail de SMICard. Donc, je les paye un peu mieux. Sauf que ça, c'est un registre. Donc, 4 semaines de travail, parce qu'ils ne travaillent pas, ce n'est pas le genre de travail que vous pouvez faire 8 heures par jour. Hein. Donc, un mois de travail pour un vacataire, 4 000 € et j'ai inséré une année de Marseille. Sauf que d'année de Marseille, j'en ai 150. Et que si je veux étudier la Méditerranée occidentale, j'ai aussi Gênes, Livourne, Malte, probablement Barcelone, etc. Donc, un océan de sources. En particulier, il y a des sources qui sont à peu près en colonne, ça passe, et des sources qui sont narratives. Le capitaine a déclaré sous serment être parti de... Alors, la structure sémantique est à peu près semblable, mais jamais pareil. Et donc là, bien sûr, il y a des logiciels qui se perfectionnent, hein, je pense à Transcribus, etc., de reconnaissance du manuscrit. Donc, ce n'est pas encore complètement à point, mais on peut espérer qu'un jour, ça sera un peu plus performant.
Mais ensuite, j'ai le problème derrière de faire en sorte que quelqu'un, avec les textes transcrits d'une manière semi-automatique, mais décompose la structure sémantique de l'entrée pour pouvoir découper les informations et les flanquer dans la case exacte pour qu'ensuite on mette la moulinette en route. Ça serait mon idée éventuelle d'RC en fin de carrière. Mais je ne sais pas si je vais y arriver parce qu'il faut trouver comment résoudre la moitié de ces problèmes avant de poser le projet pour être sûr qu'on ne se casse pas la figure complètement. Et donc ça, c'est l'idée. Et je pense que si on arrivait à faire ça, en termes de mise à disposition de sources pré-traitées, ça ouvre un horizon de thèses, d'enquêtes possibles que, j'ose espérer, pourrait changer véritablement notre compréhension de différents phénomènes. Penser à des gens qui travaillent sur des produits très spécifiques, c'est absolument impensable qu'ils puissent, eux, dépouiller des milliers d'entrées pour trouver les 5 occurrences. Là, ça devient possible. Donc, c'est un petit peu le projet. Donc, je suis très, très à l'écoute des conseils, remarques, critiques, parce que c'est les moments, parce qu'on démarre. Donc, voilà. Merci beaucoup.